On découvre toutes les vilainies de ces stars du cinéma ou de la chanson avec les enfants. Pourquoi showbiz rime aussi avec pédocriminalité? Comment se fait-il que très peu de ces stars se fassent attraper? Y a-t-il une impunité avec les vedettes du showbiz? À ces questions répondront Myriam Palomba, journaliste que l'on adore ici à Géopolitique Profonde, et Jean-Luc Robert, psychologue, qu'on adore aussi d'ailleurs. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de showbiz et pédocriminalité comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. N'oubliez pas, adhérez au Club Géopolitique Profonde. Ce mois-ci, Pierre Hillard, l'ami Pierre Hillard a écrit, Philippe Perlin et tellement d'autres. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Vous adorez le mug, il ne faut pas avoir peur. Un cadeau de Noël, un excellent cadeau de Noël, il ne faut pas avoir peur. Géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Je reçois donc Myriam Palomba, Jean-Luc Robert, Myriam Palomba, journaliste. Chère Myriam, la pédocriminalité, voilà un sujet là qui est, surtout avec le showbiz, quand on couple les deux ensemble, on n'a pas tellement envie d'en parler. C'est vrai que c'est un sujet très compliqué à aborder, non seulement parce que quand vous abordez ce sujet, on vous prend souvent pour un fou, et souvent on vous traite, comme d'habitude, de complotiste quand on ne veut pas regarder le sujet, le problème qui est un vrai problème. Et aujourd'hui, les différentes affaires qui circulent et qui ont éclaté au grand jour ont plutôt tendance à nous dire, nous journalistes, que c'est un problème sur lequel on doit se pencher urgemment, parce que pour moi, c'est l'un des principaux problèmes de notre société. Justement, toi, en tant que journaliste, tu as beaucoup enquêté, tu as été patronne de presse. Qu'est-ce qui te fait dire justement que ce sujet est beaucoup plus important qu'on ne le dit ? Parce que on ne dit rien, justement, c'est ça le problème, c'est que aucun journaliste, enfin je dis pas aucun, j'ai déjà débattu avec une dame qui a beaucoup enquêté sur la pédocriminalité, mais c'était ici, c'était pas ailleurs. Mais on ne veut pas jamais associer ce sujet-là au star system, parce que on dit que c'est complotiste. On m'a même sorti moi que c'était QAnon, que je n'ai jamais vraiment lu. Je savais même pas que QAnon en parlait. Enfin voilà, tout de suite, quand on parle de pédocriminalité et d'élite, parce que ce sont aussi des élites, tout de suite, vous êtes accusé d'être complotiste et on met le sceau de l'incompétence. Alors, je vais te poser une question. Tu me réponds si tu veux, si tu as envie de me répondre. Mais est-ce que, ma Myriam, est-ce que quand tu as fait partie du mainstream, est-ce que c'était un sujet que tu devais pas aborder? Ah oui, clairement.
clairement. J'ai même été... On t'a donné des consignes de ne pas aborder ce sujet? On m'a pas donné des consignes, mais c'était un sujet voilà, hyper touchy. Enfin, c'est vrai que c'est déjà compliqué parce que en France, le droit de la presse est quand même assez... n'est pas du tout protecteur des journalistes, si ce n'est pour la confidentialité des sources. Donc, dès que vous allez sur ce genre de choses, déjà, un simple témoignage ne suffit pas s'il n'a pas été reconnu par la police comme étant vrai avec dépôt de plainte, etc. Souvent, d'ailleurs, dans ces genres d'histoires, il n'y a pas de dépôt de plainte. C'est bien ça le problème, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, si vous n'avez pas de dépôt de plainte, si vous n'avez pas accusation, vous êtes accusé de diffamation. Donc là, les éditeurs, évidemment, ils vont à reculons. Et en plus de ça, dès que vous rentrez dans des considérations qui sont... voilà, moi, je vais parler de l'adrénochrome. Ça a été quelque chose qui m'a suivi pendant des semaines. C'est bien que tu ne reprononces pas ce mot. Non, si tu veux pas qu'on soit striké. Le fait même de dire que ce n'est pas indécent d'enquêter sur ce genre de sujet qui voilà... intéresse tout le monde et surtout est quand même un problème, pourrait être un problème très important, a fait que j'ai été blacklistée d'une émission très connue. Donc, on va dire à TPMP. Voilà, donc si vous voulez, et ça, j'ai même été interpellée pendant la commission d'enquête au Sénat ou je ne sais plus où, pour attribuer les fréquences de C8. Il y a même un député, M. Delaporte, qui m'a fait dire des choses que je n'avais jamais dites. Enfin, bref, il y a un vrai tabou. Le fait même de dire on doit enquêter sur ce genre de choses et vérifier la véracité ou pas des faits, fait que vous êtes tout de suite blacklisté. Enfin, c'est juste hallucinant parce que s'il y a bien quelque chose qui doit aujourd'hui nous importer, c'est l'avenir des enfants. Merci à toi, chère Myriam. Quand je vous ai contacté, cher Jean-Luc, pour parler... Parce qu'à la base, on devait parler de showbiz, pédocriminalité, mais... des Américains, surtout parce que c'était aussi ça l'actualité. Vous, tout de suite, m'avez dit, oui, mais attendez, il y a la Familia Grande avec Duhamel, il y a Claude François, il y a Matzneff. Il y a Daniel Cohn-Bendit. Il y a Daniel Cohn-Bendit. Il y a Jacques Lang. Il y a Richard Berry. Alors, Richard Berry a été innocenté. Non, il n'a pas été innocenté, c'est qu'il y a eu prescription, il me semble. Prescription, pour moi. Ah, c'est sûr. Bon, alors Richard Berry, on va dire. Une liste longue comme le bras. Voilà. Comment vous attribuez... Comment est-ce que en France, en tant que psychologue, vous voyez qu'il y a une forme de non-dit? Il y a une forme de non-dit, puisqu'il faut savoir, c'est que la pathologie n'épargne pas, le milieu du showbiz n'épargne pas les stars. On peut citer le petit dernier de la liste, Jean-Philippe Desbordes, je le prononce mal, Jean-Philippe Desbordes. Ah oui, le journaliste de France Inter, envoyé voilà. spécial, monsieur à Pignon-sur-Rue. Il a quand même travaillé à Arte, il a travaillé Charlie Hebdo, quand même vraiment, il avait vraiment tout, il cochait toutes les cases de la bien-pensance, si je peux me permettre. Jean-Philippe, ça s'écrit Desbordes, Desbordes. Enfin, je pense que vous avez entendu parler. Il vient de prendre combien d'années de prison? 20 ans. Lui, c'est avéré, condamné 20 ans de prison parce que faisait-il avec ses belles-filles? Donc là, on a un cas d'inceste, plus, qui étaient mineurs. Eh bien, il les faisait manger non seulement dans des gamelles, comme des chiens, les maltraitait, maltraitance physique. Donc, c'est ce qu'on appelle des actes de barbarie, plus, bien sûr, actes de pédocriminalité, faisant faire, je dis pas le mot, mais sucette et compagnie, vous avez compris. Bien sûr. Alors, voilà, en tant que psychologue, comment un être humain connu, qui théoriquement a tout, en vient à faire ce genre de choses? C'est ce que j'allais vous dire, la pathologie n'a pas de visage. Les gens imaginent que quand on est fou, ça se voit sur le visage, ça se voit dans le comportement. Mais en fait, il y a vraiment une double face. On l'a vu avec les plus grands criminels, tueurs en série. Quand vous voyez un tueur en série, voilà, vous le voyez, vous ne dites pas c'est un tueur en série. Il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. On l'a vu dans l'histoire aussi de l'affaire Pellico. C'est Monsieur Tout-le-Monde. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Monsieur Desbordes et tous les autres que vous avez cités, ce sont des Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Kouchner, pareil, un grand intellectuel qui avait tout. C'est-à-dire qui avait tout, il a reconnu les faits. Mais c'est quand même un grand intellectuel qui quand même qui a été juriste, qui sait que quand on touche à un mineur, ce qu'on encourt, et pourtant qui commet l'acte parce que tout simplement. Non, Duhamel. Duhamel, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit M. Kouchner. Pardon. Ouais, c'est pas... Ouais. Camille Kouchner, j'ai pensé en même temps, voilà. Bien sûr. Mais Duhamel, qui commet l'acte et parce qu'il est malade, tout simplement. Et il est malade de quoi? C'est ce qu'on appelle la paraphilie, c'est-à-dire une sexualité déviante. Ce qu'on a le problème avec la paraphilie et ce qu'on appelle la pédocriminalité ou la pédophilie, vous savez la différence. Le pédophile, lui, c'est celui qui va avoir une attirance, un attrait, une envie, un désir pour les personnes donc mineures,
pubères, enfin prépubères, je veux dire, et qui peut-être peut fantasmer sur du porno, des photos et autres, mais qui ne passe pas à l'acte. C'est quand même la différence entre le pédophile, qui a donc, on dit, une affection et un désir pour, et le pédocriminel qui, lui, va passer à l'acte. Et moi, ce que je pense, c'est que pouvoir et célébrité, ou, entre guillemets, business, enfin show business, quand vous êtes une personnalité, vous avez une certaine position sociale qui vous permet de passer à l'acte plus facilement. Je pense qu'il y a beaucoup de pédophiles qui sont, vous savez, dans la population, ils sont entre 5 et 20%. C'est énorme. 5 et 20%. C'est énorme, oui, entre 5 et 20%. Vous avez entendu tous dans les informations ce sondage qui dit que, généralement, il y a un enfant sur 10 dans une classe qui est victime d'inceste. Ça a été mesuré. Oui. Un enfant sur 10. Je parle juste de l'inceste. Je parle pas, donc voilà. Donc le chiffre est énorme. Quand on dit, on est sur 10%. Donc quand je vous dis entre 5 et 20% de pédocriminels ou de pédophiles et pédocriminels, c'est énorme dans la population. Et quand vous êtes, on l'a dit Masneff à l'époque, mais je peux même prendre l'île de Epstein. Quand vous êtes Epstein, comme je l'ai dit, on a la possibilité, ou on peut parler de Puff Daddy aussi, on a la possibilité, parce qu'on a du pouvoir, d'organiser un réseau, parce qu'on a de l'argent, qu'on a de l'influence. Et c'est pour ça que je vais vous dire, pouvoir et maltraitance de l'enfant vont de pair, malheureusement. C'est-à-dire que je pense que quand il y a des malades qui sont des pédophiles, et pas pédocriminels, pédophiles, eh bien, ils n'ont pas le pouvoir de mettre ça en place. C'est-à-dire que si vous êtes pédophile et que vous avez envie de passer à l'acte, il faut trouver un moyen, il faut peut-être aller dans une colonie de vacances. C'est souvent pour ça qu'ils veulent travailler auprès des enfants. Mais si vous n'avez pas les moyens de garder le cousin, la cousine, enfin, si vous n'avez pas d'enfant, c'est triste à dire, mais à disposition sous la main, et que vous n'arrivez pas à aller travailler à l'école ou dans un endroit où eh bien, vous restez parfois, effectivement, pédophile, à aimer ça, mais vous ne passez pas à l'acte. Mais quand vous êtes, encore une fois, on a dit tous les noms, Puff Daddy, je sais que Jacqueline en a parlé du Maroc, enfin, dans des pays où il allait et tout ça. Quand vous avez des réseaux, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Et on a même parlé, par exemple, récemment, je sais, de Pierre Palmade. Il y avait aussi des boys, donc pas forcément d'âge mineur, enfin, voilà, d'âge majeur. Eh bien, ces enfants-là, enfin, ces jeunes-là, ce qu'on appelle des escortes, sont dans des réseaux avec des personnes qui se filent des numéros, qui se filent des noms. Et pour finir sur Camille Kouchner, elle expliquait une chose très importante. Elle disait que, en fait, il y a ce qu'on appelle un climat permissif et ce qu'elle appelle un relativisme moral dans son livre La Familia Grande. C'est quoi? C'est que tout le monde, dans ce milieu-là, sait tout sur tout le monde. C'est-à-dire que, effectivement, dans la Familia Grande, ils allaient chaque été abuser des enfants et tout. Mais si vous parliez, le monsieur Kouchner, et pas Kouchner, pardon, rappelez-moi. Duhamel avait des infos sur vous. Donc tout le monde sait tout de tout le monde et quelque part, ils sont liés par une sorte de secret. Voilà. Non, mais c'est très, très, très juste ce que vous dites, parce que, en plus, ce qui est assez terrible dans ce milieu-là, c'est que souvent se cache un réseau pédocriminel derrière. Voilà. Et c'est ça qui fait que c'est très difficile, parce que ce réseau concerne non seulement des hommes politiques, et oui, je suis complotiste, mais je l'affirme et je le dis, des hommes politiques, mais aussi des juges, mais aussi des commissaires, mais aussi, il y a tout un réseau qui se met en place et qui permet de cacher les choses et même de les valider et d'organiser. On voit bien que quand ces affaires sortent, c'est parce qu'il y a une volonté politique que ça. Pourquoi on n'a pas la liste d'Epstein? Pourquoi il faut attendre que Elon Musk et Monsieur Trump arrivent au pouvoir pour avoir cette fameuse liste? Et est-ce qu'on l'aura? Alors, Trump la promet, mais... J'espère qu'on l'aura, évidemment, vous avez raison d'avoir des doutes. Enfin, il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, il y a 500 000 enfants qui disparaissent. Où vont ces enfants? En France... 460 000. Bon, exactement. 460 000. Il faut être précis dans les chiffres. Qu'en France, il y a 40 000 enfants qui disparaissent par an et qu'on ne retrouve jamais. Où vont ces enfants? On sait aujourd'hui, alors aujourd'hui on ose en parler de l'ASE, mais l'ASE ça fait quand même des années et des années qu'on sait qu'il y a des trafics. Quand je vois que le Parisien nous fait un article en disant il y a 15 000 enfants qui sont prostitués par l'ASE chaque année, c'est super, mais pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas, le journaliste n'a pas été plus loin, ils croient quoi que les... Attends, excuse-moi, je voudrais juste finir. On croit quoi que les macros sont devant l'établissement et recrutent comme ça? Non, c'est parce qu'il y a forcément une complicité des gens qui dirigent l'ASE pour que ces enfants soient prostitués. Donc voilà, il y a tout un système avec des organismes d'État qui valident ce genre de choses. Est-ce que toi, en tant que ancienne patronne de presse et journaliste, toujours journaliste d'ailleurs, est-ce que toi, tu as pu enquêter sur ce type de réseau? Alors, j'ai pu enquêter sur ce type de réseau, mais après ne plus travailler dans le mainstream. Et qu'est-ce que tu as trouvé?
Eh bien, j'ai trouvé des choses qui me laissent... Raconte. Non, mais il est clair qu'aujourd'hui, nier l'évidence et croire qu'il n'y a personne dans le showbiz qui est attiré par de jeunes enfants, c'est pas vrai. Bon, c'est-à-dire que... choses, voilà, et avec l'affaire P. Diddy, quand même, c'est juste énorme. Enfin, je veux dire, l'affaire P. Diddy, on a des litres et des litres d'huile qui ont été retrouvées chez lui, on a des armes qui ont été retrouvées chez lui, on a des caméras qui ont été retrouvées chez lui. Enfin, il y a des mais choses... ça, tu as déjà parlé, mais parle de ce qui s'est passé dernièrement. Dernièrement, on a des vedettes qui... Jay-Z. Voilà, Jay-Z, raconte. non, mais Jay-Z, c'est juste... D'ailleurs, moi, quand on avait fait cette première émission sur P. Diddy, il y a quand même 120 victimes, hein, P. Diddy, avec des jeunes mineurs. J'en avais déjà parlé parce que, évidemment, Jay-Z étant l'homme le plus riche du hip-hop, bien sûr qu'il est ami avec P. Diddy et bien sûr qu'il était au courant de ces choses. Et maintenant, on sait aussi qu'il aurait... j'utilise le conditionnel quand même, parce qu'on est, voilà, je voudrais pas que vous fassiez attaquer, mais aurait participé lui-même. Alors, il y a ce fameux épisode avec cette mineure, hein, d'une soirée dans les années 2000, le soir des MTV Music Awards, je crois, où effectivement, cette jeune fille raconte qu'elle a été droguée, violée, tenue une première fois par P. Diddy, qui avait également Jay-Z à cette soirée, que lui-même l'aurait violée et qu'il y avait une vedette à l'époque. Alors, il n'y avait pas qu'une vedette, il y avait non seulement, selon mes infos, Beyoncé, et Jennifer Lopez, à l'époque, qui d'ailleurs s'était disputée ce soir-là avec lui. Donc, je veux dire, l'horreur, elle est déjà énorme. L'horreur est déjà énorme. C'est des enfants qui... On avait parlé, on avait diffusé cette vidéo où P. Diddy avait été alerté par la police comme quoi des flics allaient débarquer dans 30 minutes et qu'il fallait que les enfants disparaissent. Mais ils vont où, ces enfants? Vous ne pensez pas que l'horreur, elle est suffisamment déjà énorme pour ne pas imaginer pire? Bah si, malheureusement, si. Alors, le pire, c'est quoi? Parce qu'on a eu donc, du coup... Jay-Z qui est accusé par une jeune fille de 13 ans d'avoir été violée. Enfin, moi, ce que je trouve dingue, c'est quand même, vous avez parlé, voilà, quand on est que pédophile et qu'on n'arrive pas à basculer parce qu'on n'a pas les moyens des Jay-Z et compagnie, comment psychologiquement un Jay-Z fait pour basculer? Parce que Jay-Z, c'est comme une star du rap, il est avec Beyoncé qui est une des femmes les plus belles du monde, il a tout ce qu'il veut. Comment psychologiquement on arrive à basculer vers ça? Je pense que quand on a tout, et comme dit psychologiquement, il a tout ce qu'il veut, enfin pas forcément tout, même s'il a l'argent, on ne peut pas tout se payer. Hein. Là, il veut un enfant parce qu'il a cette perversion et je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on est presque dans un délire démiurgique. Hein. Les gens, ces gars-là, se prennent pour Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont dans un tel hubris. Quand vous êtes une star, rien ne vous... Enfin, eux, en tout cas, rien ne les arrête. Ils achètent ce qu'ils veulent. Ils peuvent prendre un jet et faire le tour du monde et revenir. Ça leur coûte rien. En fait, vous voyez, il n'y a pas de limite au désir. Et je pense que c'est là le problème, c'est qu'on ne se censure pas. Dans les soirées, là, vous avez 13 ans. Vous savez, je vous ai aussi parlé de Claude François qui aimait les petites filles. Ah oui, tiens, Claude François. Hein, Claude François. Claude François qu'on dédouane beaucoup ici. Bien sûr, on le dédouane énormément parce que Claude François, c'était Clo-Clo et tout ça. Et c'était d'une autre époque, soi-disant. Aujourd'hui, on ne l'accepte plus. Mais qu'est-ce qui se passe avec Claude François? Et que, je veux dire, c'est une autre époque, mais c'est comme Jay-Z. C'est qu'à un moment donné, quand Claude François a fait sa première chanson, il n'abusait pas des petites filles. Mais à un moment donné, quand vous voyez, et vous sortez de son concert, il y avait au moins, je ne sais pas combien, 13, enfin, je ne sais pas dire 13, je veux dire une centaine de filles de 13 ans, 14 ans, mais qui ne pensaient pas avoir des rapports avec lui, j'imagine, le type d'ordre sexuel. Mais quand vous avez des fans comme ça qui vous regardent comme si vous étiez Dieu en personne incarné, c'est ce qui s'est passé pour Claude François, à un moment donné, vous vous dites, je suis Dieu. Et moi, je vais vous dire, je rapproche très fortement cela des mécanismes des sectes. C'est-à-dire que vous vous rappelez Jody Mambro et tout, chaque fois que vous avez une secte, alors Jody Mambro, c'est l'ordre du temple solaire, c'est pour ceux qui savent, dans les années 80, mais il y a tout un tas de personnages. Quand vous vous rappelez, vous vous rapprochez de ces fonctionnements-là, ces hommes-là se prennent pour Dieu, ils disent qu'ils sont les nouveaux Jésus, hein, peu importe, ils vont sauver tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe dans les sectes? Systématiquement, les hommes qui dirigent ces sectes couchent avec toutes les jeunes filles de la secte, hein, vous le savez. Même ont des fois des enfants, ils disent, mais ça c'est ma semence. Et il y avait aussi ce délire-là chez Epstein, ils pensaient que sa semence
sa semence était... Pourquoi Parce que je pense vraiment, j'ai parlé de délire démiurgique, on est dans un délire, on est dans le mécanisme psychotique, ce sont des psychotiques, et dans les psychotiques, quand vous avez une psychose, vous avez ce qu'on appelle un thème de délire. Et le thème de délire, là, quand on dit démiurgique, c'est que je me prends pour Dieu. Et si je suis Dieu, par exemple, Epstein était persuadé que sa semence était divine, quasiment, c'est-à-dire qu'il était supérieur, c'était un homme supérieur, et il voulait faire plein d'enfants pour pouvoir que sa descendance soit assurée. Vous voyez, on ne se croirait pas, j'ai envie de dire, dans Fantomas, mais entre guillemets, dans une sorte de James Bond, avec un malade, vous savez, il y a toujours un malade dans James Bond qui veut posséder la terre. Est-ce que ça signifie que, en fait, psychologiquement, lorsqu'on devient une vedette du cinéma ou de la chanson, on ne peut que basculer. Alors, je ne dis pas par la pédocriminalité, hein, mais basculer vers quelque chose, vers un vice. Vous posez une très bonne question. Ce que je veux dire, c'est est-on câblé pour être une méga star? Voilà. Certaines personnes ne le sont pas. Certaines personnes, ça les détruit. Et quand ils ont ce succès-là qui leur monte à la tête, soit ils sombrent ils finissent dans leur voiture comme Ophélie Winter et d'autres. Ils n'arrivent pas à gérer. Enfin, vous connaissez beaucoup de stars qui ont fait la grande déchéance alors qu'ils étaient bien. Ou soit ils arrivent à être méga stars et donc à engranger des fortunes comme c'est Jay-Z et compagnie. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de limite à leur désir. Et ils veulent vraiment conquérir la terre entière. Et donc, et puis, il faut bien noter une chose avec Jay-Z, comme avec Claude François et tout ça, c'est le sentiment d'impunité. C'est ça les briseurs qui se disent, de toute façon, il peut m'y arriver. Je suis Jay-Z. Et il a raison presque, entre guillemets, parce que regardez combien de temps ça a mis pour sortir. Si c'est sorti l'affaire Jay-Z, c'est peut-être parce qu'il y a derrière des affinités ou des choses qui doivent... Enfin, en gros, il faut faire tomber Puff Daddy parce qu'il y a peut-être des affaires à dénoncer. Il a dérangé quelqu'un, j'en sais rien. Mais pendant des années, c'était su par tout le monde, comme M. R. Kelly, pardon, mais bon, je termine, mais tout ça, toutes ces personnes-là, depuis des années, nous savons ce qui se passe, mais on ne dit rien. Ça veut bien dire qu'ils sont intouchables. Ils sont même protégés. Ils sont protégés, comme je disais tout à l'heure, par des services d'État, mais aussi par l'industrie du disque. Bah oui. Il est hors de question qu'on touche à ces gens dans la mesure où ils rapportent énormément d'argent. Enfin, je veux dire, Claude François, par exemple. Vas-y. Claude François, il s'en cachait pas. Il a dit une phrase un jour il lui dit « Je les aime jusqu'à 17-18 ans. Après, je commence à me méfier. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans. Après 18 ans, je me méfie. Les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles. Voilà. » Alors, il a dit ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs témoignages. Il y a notamment eu le témoignage d'une jeune fille à l'époque qui avait 14 ans et qui s'appelait Magali, qui est effectivement une fan et avec qui il a eu une relation, on va dire amoureuse, j'ose même pas dire ça, parce que moi, à 14 ans, c'est pas amoureuse. Mais pire, c'est qu'il a été également... Il y a une jeune femme qui s'appelle Julie, qui est sa fille cachée. Hein. Il en a des enfants voilà, cachés. Voilà, c'est sa fille cachée. Et qui, en fait, est issue d'une relation qu'il a eue avec une jeune femme qui avait 15 ans au moment d'accoucher, donc 14 ans au moment des faits. Donc, vous voyez, tout ça se savait, ça a été clairement caché par la maison de disques et par les gens de son entourage, parce qu'il n'était pas question qu'on désacralise. Jean-Luc Robert a dit quelque chose d'intéressant, et je vais te poser la question à toi. D'ailleurs, Jean-Luc Robert, vous avez Magic Drix 974. Oui. Sûrement quelqu'un des Antilles. Oui, ça. Qui a dit « Il est excellent, ce monsieur psychologue. » Oui, Voilà, je le remercie. Voilà. Martinique, Guadeloupe, 974 Moi, je fais 90. Hein Réunion. Merci, voilà, il connaît mieux, là. Notre ami technicien connaît mieux. Mais alors, je vais te poser la question, chère Myriam. Tu as dit, oui, il y a certaines personnes, on était au courant avant que ça devienne public. Moi, j'étais pas au courant. Non, mais pour Jay-Z, oui. Mais est-ce que, par exemple, toi, dans ton métier, tu étais au courant de certains débordements de vedettes auxquels tu n'as pas pu écrire? Non. Pour le coup, moi, si j'avais été au courant de certaines choses, je l'aurais effectivement dit. C'est tout à ton honneur. Je l'aurais effectivement dit, voilà. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand on fait ce métier, parce que comme je te le disais tout à l'heure, le droit est fait de telle sorte que de toute façon, à part vous prendre une amende, voilà, en France, s'il n'y a pas de plainte, s'il n'y a pas de condamnation, sortir des trucs pareils, c'est hyper touchy. Vous avez, quoi qu'il arrive, vous avez procès pour diffamation ou je ne sais quoi. Donc, ça veut dire que, par exemple, les agissements de Monsieur Duhamel, que, par exemple, Marie-France Pizier connaissait et dont elle parlait, à public, vous n'étiez pas au courant? Alors, public, c'est pas trop notre cible, si D'accord. tu veux. C'était pas des gens dont on parlait à l'époque. Donc, non, je me suis jamais intéressée
particulièrement à Monsieur Duhamel ou à d'autres. Après, c'est vrai que aujourd'hui, les journalistes, ils vont à tâtons. Moi, quand j'ai fini ma carrière, j'étais plus vraiment dans un rôle d'enquêtrice, il faut aussi que je le dise. Moi, j'ai été journaliste enquêtrice pendant une dizaine d'années. Après, j'avais des responsabilités qui étaient autres et c'était aux journalistes d'enquêter. Et moi, j'avais très peu... justement, est-ce que les journalistes que tu avais... que tu gérais, que tu manageais, est-ce que cela s'auto-censuraient sur des informations qu'ils avaient? Non, ils ne s'auto-censuraient pas, mais tu sais, c'est comme certaines choses, pour eux, c'est tellement inimaginable que ça n'existe pas. Voilà, alors on a commencé, je me souviens à l'époque du MeToo, etc. On a commencé à révéler des affaires, mais ça a été très long. On voit bien, le MeToo, c'est quoi depuis une petite dizaine d'années. Donc maintenant, il faudra avoir un MeToo pour les enfants. Oui, il existe, ça s'appelle MeToo inceste. Justement, cher Jean-Luc, elle a dit quelque chose de très intéressant. Des journalistes se sont dit c'est trop gros pour que ça soit vrai, en gros, c'est ça? Oui, mais psychologiquement, comment vous... Ça s'appelle, déjà l'omerta, on le sait, ça c'est une définition, c'est pas de la psychologie, mais je pense que c'est un peu logique. L'être humain, il est ainsi fait, sauf certaines personnes qui sont des lanceuses d'alerte parce qu'elles sont faites comme ça, mais l'humain, vous savez, souvent il pense à sa carrière, c'est un peu égocentrique, mais généralement, vous pensez non seulement à votre carrière, vous avez des enfants et tout, mais vous pensez à votre vie. Vous savez, Marie-France Frisy, elle a fini dans une piscine, attachée à une chaise. Et dans cette piscine attachée à la chaise, elle a été, comment dirais-je, elle a été, pour moi, ça n'engage que moi, mais son suicide, là, il est suspect. Je veux dire, vous vous suicidez attaché au fond d'une chaise dans une piscine. Marie-France Pizier, pour moi, elle a été éliminée. Mais ça n'engage que moi. Non, en plus, il faut savoir que il faut savoir en plus que le mari de Marie-France Pizier est un monsieur qui a un poste, je ne dirais pas son nom, mais qui a un poste à responsabilité chez Lagardère. Et forcément, à l'époque, Lagardère disposait d'énormément de magazines. Mais voilà, donc pour répondre à votre question, c'est que je pense qu'il faut bien comprendre que les gens ont peur pour eux, parce que de perdre leur poste, tout ça, mais peur pour leur vie. Par exemple... Non, mais c'est vrai que Duhamel, c'est quelqu'un dans ce pays. Il était à Sciences Po. Sciences Po, c'est quand même l'école des élites. Je vous ai dit, il y avait, quand vous alliez... C'est vraiment dans le livre, moi j'ai lu le livre Familia Grande. Dans ce livre-là, elle explique bien que le système, c'était l'omerta, parce qu'on savait des choses sur vous et que si vous parliez, attention, on pouvait vous détruire et notamment, on pouvait attenter à votre vie. Vous voyez, moi, je pense à l'omerta pour vous donner des exemples. J'ai dénoncé l'omerta sur plusieurs sujets. Je voulais juste aborder... Attention, c'est un mot interdit. Hein. L'omerta? Non, allez-y. Non, il plaisante parce que allez-y. On s'en fout. Un exemple que je vais Sortez une petite vanne comme ça. Allez. Ah oui, il y a un magazine qui s'appelle l'omerta. Je vous donne un exemple. Récemment, monsieur Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui a parlé effectivement d'un producteur. Ouais. Voilà. Patrick Sébastien récemment parle d'une chose, mais ça m'a indigné. Il dit, à une certaine époque, le producteur me dit, je dois y aller parce que tu comprends, il faut que je fournisse des enfants à telle star, il n'a pas nommé de nom. Et il paraîtrait que c'est Enrico Iglesias. Mais comment vous pouvez... Julio. Vous partagez un producteur. Regardez l'indignateur. Alors, je ne sais pas en quelle année on est, dans les années 80, 90, je ne sais pas. Vous partagez un producteur, imaginez, vous deux, là, toi et moi, on partage un producteur. On est des stars, je ne sais pas, des artistes. Et moi, je dis comme ça, il faut qu'on aille fournir des enfants à Madame Palomba. Non, mais et puis moi je réagis pas. Mais j'ai envie de dire, vous voyez, l'omerta, elle commence là, c'est-à-dire que cette star-là, à un moment donné, il doit s'indigner. Il doit dénoncer cette personne, dire comment ça, tu vas fournir des enfants à cette star, mais moi t'es plus mon producteur, parce que ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle du proxénétisme. Au minimum. Voilà, et lui, il nous dit ça comme ça en 2024. Il cautionnait. Pour moi, il cautionnait. Donc, vous voyez, ce silence, cette omerta de la part de certaines stars. Et je vais juste parler de sujet. Les auditeurs n'aiment pas, monsieur l'abbé Pierre. Vous savez, l'autre jour, je ne vous ai pas dit, parce qu'on a parlé de l'abbé Pierre, mais je ne vous ai pas dit, ce que peut-être les gens savent, c'est qu'il y a, dans les témoignages de l'abbé Pierre, des personnes qui étaient mineures, dont il aurait abusé. Ah bon? Oui, j'ai pas voulu en parler parce que déjà, dites. Je sais que c'est un sujet déjà très compliqué, l'abbé Pierre, parce que monsieur devrait être en odeur de sainteté, absolument. Mais malheureusement, il n'est pas en odeur de sainteté. Et il y a de nombreux témoignages qui commencent à se recouper. Et je pense que dans les années à venir, on va entendre parler. Même l'abbé Pierre, il a été protégé par le même. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est le pouvoir et l'argent. L'abbé Pierre, il avait son nom qui était associé à Emmaüs. Emmaüs, l'homme du mal logement. Mais Emmaüs l'a reconnu, nous le savions. Il savait depuis des années. Qu'est-ce qui a fait qu'Emmaüs s'est tu? L'argent qui rentrait. Parce que l'abbé Pierre, ça faisait engranger de l'argent. Et puis, qu'est-ce que vient de dire le pape?
c'est un grand pêcheur, mais il le savait aussi. Il a reconnu que dans les années 54, on savait déjà, on lui faisait des remontées. Donc l'Église savait, Emmaüs savait, et là, qu'est-ce que fait Emmaüs? Emmaüs déboulonne la statue et dit, on veut débaptiser, on ne veut plus que l'abbé Pierre soit associé à notre nom. Mais ils ne veulent plus parce que le scandale leur fait de l'ombre. Mais à l'époque où l'argent rentrait, ça ne les dérangeait pas de savoir. Qu'est-ce que vous en concluez? J'en conclus que c'est toujours comme ça dans ces milieux-là. Par rapport à ça, l'argent joue un rôle central. L'argent. Les gens, parce qu'on parlait justement de pourquoi les gens ne parlent pas, c'est qu'ils pensent à leurs petits intérêts. Je pense que si Patrick Sébastien n'a pas parlé, c'est parce que lui, ça l'arrangeait d'avoir ce producteur-là, que tout se passait bien, et je m'en fiche pour la gueule de l'autre qui est abusé. C'est-à-dire que moi, je sais que des enfants vont se faire abuser, mais ça ne me dérange pas parce que moi, ce producteur. Donc là, vous voyez, pareil, je suis Emmaüs, je sais que cet homme du mal logement abuse de femmes, j'ai des retours, mais j'en parle pas parce qu'il est tellement célèbre dans le monde entier et dans la France, et il rapporte tellement d'argent. Et derrière, les gens s'en mettent plein les poches. Mais le jour où le scandale éclate, ah ben là, moi je me dissocie, je te connais plus. Voilà. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne, et je pense même dans les entreprises ou même pour les stars. C'est-à-dire que les gens, ils sont avec Jay-Z et compagnie. Bon, Qu'est-ce que veut dire notre ami Jean-Luc? C'est-à-dire qu'on est en fait dans une société lâche. L'âge où la nature humaine est pourrie, comme disait Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, soit on décide de remettre les valeurs au centre, ce qui malheureusement n'a pas l'air d'arriver à mon grand désarroi. Mais il faut du courage. Oui, il faut du courage, mais c'est vrai que vous avez totalement raison. Des gens comme P. Diddy et Jay-Z, qui sont des producteurs qui lancent énormément de carrières, forcément, on leur est redevable, donc on va se taire. Et puis c'est vrai que vous passez aussi, et ça quand même j'aimerais insister là-dessus, vous passez pour un fou quand vous dénoncez ces gens. Ah bah oui. Parce qu'ils sont tellement emplis d'une aura telle. Je veux dire, vous avez quelqu'un comme Robin Wright, oui je crois que c'est Robin Wright, qui a beaucoup parlé notamment de P. Diddy et Jay-Z bien avant que l'histoire sorte, et tout le monde l'a traitée de folle, parce qu'évidemment elle aborde des sujets comme la sorcellerie, comme voilà, et forcément, dans le commun des mortels, c'est juste inimaginable. Et pourtant, c'est comme si, effectivement, ces stars, quelque part, faisaient un pacte avec le diable. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Eh bien, parce que quand on fouille un peu, quand on va plus à même des choses, on voit aussi que souvent, derrière les histoires de pédocriminalité qui entourent les milieux de showbiz, il y a des gens un peu bizarres qui rôdent autour et qui pratiquent des choses. Moi, pourtant, je suis quelqu'un de très, très terre-à-terre, et c'est le genre de choses auxquelles j'accorde très peu d'importance. Mais ces gens y croient. Croient au satanisme, croient à la sorcellerie, etc. Quand on a obtenu le pouvoir, la chose la plus horrible, c'est de le perdre. Et ces gens sont prêts à tout pour ne pas perdre le pouvoir. Là, tu parles de satanisme, c'est-à-dire, est-ce que tu as pu enquêter sur ces sujets? Est-ce que tu as des billes là-dessus? J'ai pas de preuves, puisque je n'ai jamais assisté à des messes sataniques, etc. Mais quand vous avez des nanas comme, vous savez, la fameuse Marina Ibranovic ou un truc comme ça, qui est une... Qui est Madame Ibranovic? En fait, c'est une dame qui a eu une enfance totalement horrible, maltraitée par sa mère, avec un père pareil, maltraitant, etc. Et qui aujourd'hui, qui depuis les années 70, fait de l'art corporel, où elle se met dans des situations horribles, Quelle situation? Allant jusqu'à la mort imminente. Oui. Voilà. Et donc, cette dame qui est quand même un peu bizarre, qui est d'ailleurs proclamé génie de l'art, et quelqu'un qui fréquente beaucoup le milieu du showbiz hollywoodien. Elle a fait en 2013 tout un projet avec Jay-Z. Elle a aussi beaucoup travaillé avec quelqu'un comme Lady Gaga, et c'est quelqu'un de tellement bizarre que même Microsoft, pourtant Microsoft je crois c'est Bill Gates, etc., l'a retiré d'une publicité qu'ils avaient avec elle pour un produit dont je me souviens plus le nom, parce qu'elle était accusée de satanisme. Et cette personne, quand on fouille un peu et qu'on regarde ce qu'elle fait, ce qu'elle est, comme son bouquin sur la cuisine, où il y a des recettes un peu spéciales de sorcellerie, etc., on se dit qu'ils sont quand même pas très sains. Alors, on va parler satanisme, mais avant ça, les annonces. Envie de liberté? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant.
C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors envie de tourner la page? C'est juste sous la vidéo.